La Vuelta a débuté, et après quelques jours assez calmes, la bataille pour le classement général arrive déjà. Immense favori de cette édition, on va se demander si Jonas Vingegaard peut vraiment perdre ce Tour d'Espagne 2025. Et d'abord, en première partie, on va voir que le Danois est tout simplement une jambe au-dessus des autres. Il y a plusieurs catégories pour moi de coureurs sur les classiques, sur les monuments et notamment sur les classements généraux des grands tours. Il y a les coureurs qui peuvent potentiellement atteindre un top 10, un top 5, un podium, et certains, très peu, qui peuvent remporter la victoire finale sur une course de 3 semaines. Faut quand même dire que pour chacune de ces catégories, on peut monter le coureur d'un niveau si le grand tour concerné, c'est le Tour de France, au vu de la concurrence beaucoup plus difficile et complète qu'il y a sur la grande boucle. Il existe seulement 2 coureurs pour moi, et pour beaucoup d'entre vous, pour la majorité des gens, je pense à pouvoir jouer la victoire finale sur le Tour. Évidemment, Tadej Pogačar, presque encore au-dessus de ce niveau, qui serait à classer dans un niveau impossible à battre, et Jonas Vingegaard, il faut quand même dire qu'il a remporté plusieurs Tours de France, et donc qui peut potentiellement le gagner, en tout cas que c'est le seul coureur qu'on cite face à Tadej Pogačar chaque saison. Si l'un participe à un autre grand tour que la grande boucle et que l'autre n'est pas là, il devient automatiquement alors l'immense favori pour le classement général, donc soit de la Vuelta, soit du Giro. Et l'exemple parfait qu'on a, c'est le Giro 2024, où Tadej Pogačar est venu sans Jonas Vingegaard et où il a tout simplement écrasé toute la concurrence. On va recentrer quand même sur le cas Jonas Vingegaard et la Vuelta 2025, parce qu'il y a une question à se poser. Est-ce que Vingegaard peut enchaîner 2 grands tours? On sait qu'il a fait le Tour de France, un Tour de France plutôt décevant quand même de son côté. Ben oui, Jonas Vingegaard, la réponse elle est rapide à donner, il peut enchaîner 2 grands tours, puisqu'en 2023, on a vu qu'il avait gagné le Tour, puis qu'il avait fait 2e de la Vuelta, derrière son coéquipier Sepp Kuss. C'était quand même une Vuelta très particulière, avec un triplé de la Jumbo-Visma à l'époque, de leurs 3 leaders, Sepp Kuss, Primož Roglič et Jonas Vingegaard. Les 3 étaient bien plus forts que les autres. Donc Jonas Vingegaard aurait même pu gagner cette Vuelta qui finalement a été donnée par la Jumbo-Visma à Sepp Kuss. Donc oui, Jonas Vingegaard il peut enchaîner ces 2 grands tours sans trop de soucis, au top niveau même, et il l'a déjà montré d'ailleurs dès les premières étapes de ce Tour d'Espagne 2025. Le deuxième point à intégrer à cette vidéo, c'est le fait qu'il y ait un parcours finalement qui lui correspond plutôt bien. Pour résumer rapidement le parcours, c'est un parcours montagneux avec quelques étapes punchy ou des étapes de moyenne montagne. Alors, du côté de la montagne, évidemment, et notamment de la haute montagne, c'est dans ses cordes, même si c'est faux ou trop simpliste, rapide de le résumer à ça, on dit souvent que Jonas Vingegaard est plus fort en haute montagne. On utilise d'ailleurs souvent cet argument pour l'utiliser comme un atout face à Tadej Pogačar sur le Tour de France. Mais donc si c'est un atout potentiel face à Tadej Pogačar, c'est un atout encore plus puissant face aux autres favoris lorsque le Slovène n'est pas là. Mais aussi parce que Vingegaard, par rapport aux autres favoris, il est plus fort partout. Et il y a une différence encore plus importante sur cette Vuelta, d'où une concurrence beaucoup plus faible. Du côté des étapes punchy, il a montré une amélioration ces dernières années, même ces derniers mois, je dirais, Jonas Vingegaard. Il a osé attaquer Pogačar sur le Dauphiné, sur le Tour, à plusieurs reprises. Et en plus de ça, faut quand même le dire que hors Tadej Pogačar, les 2 autres grands leaders punchy capables de performer comme ça sur un grand tour, c'est Remco et Roglič. Et les 2, que ce soit Remco Evenepoel et Primož Roglič, ne sont pas là cette année sur la Vuelta. Donc c'est un gros atout pour Jonas Vingegaard, ces étapes punchy, qui a montré d'ailleurs lors de l'étape 2 et l'étape 3 qu'il était en forme. La deuxième étape, c'était punchy, mais avec des forts pourcentages. Donc finalement, on n'a pas été trop surpris de voir Vingegaard à ce niveau-là. Mais par contre, la 3e étape, Vingegaard était très fort, sur du 5% seulement. Il a tenu la roue de Mads Pedersen jusqu'au dernier mètre. Et finalement, il se l'a fait prendre dans le dernier virage par un Gaudu très fort et très intelligent. Mais Jonas Vingegaard, il avait rarement montré des capacités qui vont plus vers le puncher-sprinter que vers le puncher-grimpeur. Et là, il a montré qu'il était capable de produire un gros effort sur des pourcentages pas si élevés que ça. Enfin, c'est pas tout pour ce parcours, parce qu'il y a aussi un chrono par équipe. On sait que son équipe, la Team Visma Lease a Bike, est très forte généralement dans cet effort-là. C'est l'une des meilleures équipes mondiales. Et en plus de ça, il y a un chrono individuel. Alors, peut-être que oui, Jonas Vingegaard aurait préféré un chrono plus long, mais ce chrono, il est placé en fin de tour. Donc ça peut se rattraper après une perte de temps, où il peut même écraser la concurrence avant la dernière étape de montagne et ne laisser aucune chance à ses adversaires.
Attention, parce que sur la Vuelta, il y a aussi souvent des étapes très piégeuses, des étapes très difficiles. Et là, il y aura une étape clé, c'est l'Angliru, lors de la 13e journée de course. Et à ce moment-là, dans une côte comme ça, peu importe votre nom, donc même Jonas Vingegaard est concerné, il peut tout perdre sur cette étape. L'Angliru, c'est 12,3 km à plus de 10% de moyenne, ce sont des chiffres juste monstrueux. Je vais rentrer dans le détail, mais vous pouvez aller voir ma vidéo sur le parcours de la Vuelta pour avoir encore plus de détails sur cette étape-là et sur les autres étapes de ce Tour d'Espagne 2025. Mais rapidement, c'est une montée en 2 temps avec une deuxième partie à 13% de moyenne et des passages à plus de 20%, voire même 23%. En plus de ça, les organisateurs, ils ont décidé de mettre plus de 200 km à parcourir et 2 cols de première catégorie à 8% de moyenne juste avant le col final. Comme je l'ai dit avant, peu importe votre nom, vous pouvez tout perdre si vous êtes dans une journée sans, comme tout gagner si vous êtes dans une bonne journée. Mais attention quand même, parce que dans une étape comme ça, le maillot rouge, le leader de la course, aura une pression supplémentaire, qui sera déjà sûrement Jonas Vingegaard à ce moment-là. Il aura peut-être peur de prendre des risques et donc de tout perdre, même s'il a de l'avance. Et c'est à ce moment-là que tout peut changer et que certains outsiders peuvent peut-être en profiter. Enfin, le troisième point, évidemment, ses principaux adversaires. D'abord, il y a UAE Team Emirates, d'Ayuso et d'Almeida. La grande question autour d'UAE, c'est la forme des deux coureurs, mais aussi l'entente qu'il peut y avoir dans cette équipe entre ces deux leaders. Sans un leader clair, comme d'habitude pour UAE avec Tadej Pogačar, comment s'en sortir ? Alors, ils peuvent faire tomber Vingegaard, pour moi, si ils la jouent collectivement. À l'image, finalement, des Jumbo-Visma à l'époque, avec le duo Roglic-Vingegaard sur le tour, et Sepkus en plus. Mais entre Almeida et son abandon sur le dernier tour, et Ayuso avec son abandon sur le Giro et un avenir incertain au sein du UAE, on a peur quand même d'une mésentente. Visma, elle, sera seulement autour de leur leader Jonas Vingegaard, qui risque d'être revanchard après sa défaite sur le tour, ce qui lui donne encore un avantage supplémentaire. Alors évidemment, il y a d'autres outsiders, Egan Bernal, Giulio Ciccone en grande forme sur un parcours qui convient à son punch, mais avec trop de limites sur tous les terrains face à Vingegaard. Je peux même dire David Gaudu, si vous le souhaitez, qui malgré son début de tour impressionnant, son début de Vuelta impressionnant, doit encore prouver en haute montagne qu'il est définitivement de retour. Et même si c'est le cas, il sera beaucoup trop loin lui aussi du niveau de Jonas Vingegaard. En plus de ça, il y a des chronos qui peuvent faire perdre trop de temps à la grande majorité des outsiders face aux Danois. Donc finalement, il y a beaucoup de coureurs pour un potentiel top 5 sur cette Vuelta, mais tous sont beaucoup trop loin du niveau de Vingegaard, notamment en haute montagne et sur les contre-la-montre, qui vont décider du classement général final. Voilà, on en a terminé avec cette courte vidéo sur le cas Vingegaard à la Vuelta. Les étapes de haute montagne ne vont pas tarder à arriver, nous donnant les premiers signes du niveau de chacun des favoris, et voir si le Danois peut être mis en danger, mais à mon avis, ça va être très difficile, et il peut avoir une Vuelta facilement gagnée, à l'image de ce qu'avait Tadej Pogačar sur le Giro 2024. Les seuls qui peuvent peut-être l'embêter s'ils se mettent d'accord et s'ils gèrent bien la course, c'est évidemment le duo Ayuso-Almeida, à voir ce que ça va donner. Partagez-moi vos avis en commentaire et on se retrouve vite pour une nouvelle analyse.